Sure. Buon pomeriggio. Bon après-midi. Aujourd'hui, on va écouter Greg Lukianoff et Martina Saltamacchia. Je vous les présente et après je vous dis le contenu de la conversation. Greg Lukianoff est le président de la fondation FIRE, une fondation qui s'occupe de défendre les droits individuels dans le monde de l'éducation. Son travail se concentre sur le premier amendement de la Constitution américaine qui a été écrit il y a 288 ans, qui défend l'influence du gouvernement sur la liberté d'expression, la liberté d'assemblée et de presse, et le droit de faire des pétitions contre le gouvernement au cas de problème. Il est avocat. Il est aussi l'auteur d'un livre qui a été publié en octobre de l'année dernière, qui était dans l'un des best-sellers des New York Times pendant 4 semaines. Il a écrit avec Jonathan Haidt, appelé The Cuddling of the American Minds, les câlins de l'esprit américain. Le sous-titre nous aide aussi à comprendre le contenu de l'intervention d'aujourd'hui. Comme des bonnes idées nous préparent à préparent une génération à l'échec. À ma gauche, la professeure Martina Saltamacchia, professeure associée d'histoire du Moyen Âge et directrice des études de la Renaissance et du Moyen Âge à l'université du Nebraska, in Omaha, une terre de pionniers du Midwest américain. Il a écrit différents livres. Elle est surtout experte en Moyen Âge et la construction de cathédrales. Le thème d'aujourd'hui tourne autour de la liberté et la solitude dans l'expérience américaine. Il émerge d'une provocation. Les États-Unis sont un pays formé par ceux qui ont quitté l'Europe à la recherche d'un endroit de liberté où ils puissent construire leur vie, une nouvelle vie. Donc, depuis les débuts, il y avait un grand désir de protéger la liberté finalement trouvée. Dans les dernières années, comme nous dira Greg, il semble qu'une certaine peur envers la liberté se soit introduit. Donc, il va nous montrer comment cela se produit aujourd'hui, en particulier dans les universités américaines où il travaille en tant qu'avocat qui défendent les droits individuels, le droit d'expression, notamment des professeurs. La professeure Martina Saltamacchia va nous aider à illustrer, en tant qu'historien et en tant qu'habitante de la terre des pionniers, comment le monde académique dont elle fait partie, vu qu'elle enseigne à l'université du Nebraska, puisse être compris. Comment on peut comprendre ce problème en regardant l'histoire des pionniers et de leur expérience dans les premières années de leur vie aux États-Unis. Donc, je ne vais pas vous donner trop de détails pendant l'introduction, donc je laisse la parole à Greg Lukianoff. First of all, I just wanted to say thank you so much for having me. I am a huge fan of Jose and Martina. Je veux tout d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici. Malheureusement, je suis un peu enrhumée et habituellement, je n'ai pas la voix aussi rauque. Mon livre, avec le psychologue social Jonathan Haidt, The Cuddling of the American Minds, commence par un récit. Avec mon co-auteur, nous imaginons un voyage sur le mont Olympe pour parler à un grand sage, Misoponos.
Et nous cherchons là d'essayer de comprendre ce qui a mal tourné dans le domaine de la société américaine pour arriver jusqu'à l'intolérance, à la liberté de parole et la situation de dépression. Misoponos nous donne 3 réponses. Ce qui ne te tue pas t'affaiblit, aie toujours confiance dans tes sensations, et la vie est un affrontement entre les bons et les méchants. Et tous deux, nous sommes bouleversés par cette explication parce que nous savons par notre expérience, par la psychologie moderne et par la sagesse antique occidentale, que cette forme de réponse est terrible. Et qu'une grande partie des lecteurs reconnaîtraient cette forme de réaction. Mais nous essayons d'inviter nos lecteurs à penser ceci. Si nous pensons que ce conseil est horrible, pourquoi continuons-nous à enseigner de grandes erreurs aux jeunes de manière directe ou indirecte? Voyons ce que nous racontons dans le livre. Nous ne devrions pas être surpris de voir qu'une génération de jeunes soit de plus en plus anxieux, déprimés et inquiets parce que nous, les professeurs, nous leur enseignons les pratiques intellectuelles qui sont typiques des personnes déprimées et inquiètes. Comment sommes-nous arrivés à cette situation? Je vais vous raconter mon histoire professionnelle en 2001. J'ai commencé à travailler sur la liberté de parole dans les universités américaines. Les personnes à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis voyaient la liberté de parole comme le politiquement correct, c'est-à-dire c'est un stéréotype qui ne correspond pas à la réalité. Vous voyez que dans ces images, il y a eu des tentatives de bloquer des initiatives de la part d'étudiants. Par exemple, il y a eu un documentaire qui montrait la tentative d'interdire un musical de la part des étudiants. J'ai un étudiant qui a été arrêté parce qu'il distribuait des tracts contre le capitalisme. Ou bien il y avait un lieu d'affichage où la liberté de parole était autorisée. Mais c'est un peu triste parce que les 8000 étudiants peuvent s'exprimer librement sur cet endroit, sur ce panneau d'affichage. Et on a par exemple distribué des paragraphes de la Charte constitutionnelle américaine. Ce sont des limites à la liberté dont on ne peut pas croire qu'elles soient possibles. Il y a eu des limites, des freins qui ont été imposés, et on a défini des zones où les étudiants peuvent s'exprimer librement, comme dans la photo en bas, où on voit le Free Speech Soap. Tout ça, ce sont des violations de la défense du droit de parole aux États-Unis. Pendant longtemps, ces violations ont été réalisées à l'intérieur des universités, par exemple en approuvant des codes contre l'usage de messages ou de mails durs, ou des expériences ridicules qui interdisent l'usage de télévision ou d'écran de manière inappropriée. Donc une situation un peu étrange. Des lieux comme les universités qui défendent la liberté de parole et où, en réalité, cette liberté de parole est censurée. Mon idée de tout cela a changé lorsque je suis tombée en dépression en 2007. J'en parle dans mon livre, j'ai été hospitalisée. Et à cette époque, je pensais que je ne guérirais jamais. Ce qui m'a sauvée, très sincèrement, ça a été une pratique thérapeutique qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale, ou bien CBT en anglais. Pour simplifier, cette thérapie étudie comment se débarrasser des pensées obsessionnelles, dépressives, en utilisant des arguments rationnels au lieu d'utiliser les distorsions cognitives dont je vais vous parler après. Mais moi, j'essayais, comme je vous le disais, de ne pas être enfermée dans ces pensées catastrophiques, mais je ne pouvais pas ignorer que, dans mon campus, cela arrivait. C'était un exemple quotidien. Dans mon premier livre, en 2012, qui s'appelle Unlearning Liberty, je parle d'un exemple que je vais vous raconter. Un professeur du New Jersey a été suspendu et envoyé en soins psychiatriques après avoir posté la photo de sa fille qui faisait cette position de yoga avec
un t-shirt. Le t-shirt citait un peu le personnage principal de Game of Thrones qui dit « Je prendrai tout ce qui est à moi avec le feu et le sang ». Et cette série a eu un grand succès dans l'histoire de la télévision. Mais l'université l'a ignoré et a soutenu que le mot « feu » sur le t-shirt pouvait indiquer la volonté de tuer les étudiants sur le campus. Et on est là au point culminant de la pensée catastrophique. Et je l'ai vu énormément cela dans ma carrière, dans la fondation où je travaille. Entre 2000 et 2013, les étudiants s'irritaient face à ces réactions de la part des adultes, mais tout à coup, la situation a changé. Voilà un exemple dans un collège américain qui a eu lieu avant le grand changement. Un étudiant a roulé avec sa voiture sur tous ces drapeaux américains. Ces drapeaux étaient une tentative de protestation contre la Cour suprême qui avait rendu l'avortement légal dans le pays tout entier. Donc, avoir conduit avec sa voiture sur ces drapeaux, c'était très dangereux, mais c'était aussi ironique. Parce que l'étudiant avait sur sa voiture un autocollant qui disait « exister ensemble, coexister ». Donc, il y a beaucoup d'exemples comme cela. Les étudiants croient être tolérants et ils deviennent intolérants face à ceux qui ne pensent pas comme eux. En 2013, c'est l'année où l'on a commencé à voir un effort des étudiants pour ne pas inviter des orateurs qui étaient considérés comme controversés et on faisait des mises en garde, des micro-agressions, par exemple des formes de violence contre des groupes sous-représentés. Ce concept est très important. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'il a été appliqué par les administrateurs. Vous le voyez ? À UCLA, l'université californienne à Los Angeles, il y a beaucoup d'affirmations que les Américains considèrent inoffensives. Par exemple, la personne la plus qualifiée devrait avoir un travail, ou bien l'Amérique est une terre d'opportunités. On voit cela comme des formes de violence par rapport des opprimés. Dans cette période, toujours, il y a eu une augmentation de la médicalisation par rapport à la liberté d'expression. Parce qu'on pensait qu'on pouvait avoir des effets négatifs sur le plan psychologique du moment qu'il y avait des orateurs qui dérangeaient dans le campus. Et ce qui s'est passé, c'est que les centres d'hygiène mentale ont été pris d'assaut. Et je me suis inquiétée parce qu'il y avait une forme de censure qui était enseignée aux jeunes et qui augmentait le sens d'anxiété et de dépression des jeunes. Alors, je suis allée voir mon nouvel ami, Jonathan Haidt. Je lui ai parlé de ma théorie de la liberté de pensée et de la CBT. Et à ma grande surprise, ça lui a plu. Et en 2015, nous avons écrit un article pour la revue The Atlantic qui s'appelait « Coddling of the American Mind », c'est-à-dire le cocoonage de la pensée américaine. Nous avons parlé des distorsions cognitives et de comment les étudiants exprimer à l'improviste des pratiques non seulement d'intolérance, mais aussi d'anxiété et de dépression. Les distorsions cognitives comprennent des attitudes telles que l'être catastrophique, la lecture de la pensée, la prévision du futur, et également des exagérations mentales. Les exemples que je cite le plus souvent concernent, par exemple, un rendez-vous qui se passe mal et la personne dit « alors, je suis terrible et je vais mourir seule ». Nous avons peut-être tous eu cette pensée un jour ou l'autre, mais nous étions bien loin de la réaliser dans la réalité. Nos distorsions cognitives comprennent aussi les raisonnements émotionnels qui se trouvent au cœur de la grande deuxième erreur, c'est-à-dire que nos sentiments ont toujours raison. On parle de pensée dichotomique qui est considérée comme la troisième erreur. Le monde est divisé entre bon et mauvais. Cet article a eu un certain succès. Il est devenu l'article le plus lu dans l'article The Atlantic qui a été publié en 1857, qui est inauguré en 1857. Mais il a eu aussi du succès dans le campus et en dehors du campus. L'élection de Donald Trump a poussé toutes ces tendances, les a exacerbées.
Et cela a donné lieu à la première série de violences entre étudiants, des situations terribles que je n'avais jamais vues auparavant. Par exemple, Charles Murray a été attaqué. Des orateurs conservateurs ont été interdits aussi. Et il y a eu des désordres, par exemple à Berkeley, en Californie, et des endroits où des étudiants ont interdit à des orateurs de s'exprimer parce qu'ils étaient de droite. Tout cela nous a amenés, John et moi, à poursuivre notre travail et à essayer de comprendre ce qui se passait. Et je dois dire que je n'aimais pas le titre de notre article, le cocooning de l'esprit américain. Donc je préférerais l'appeler la désémancipation, la perte de pouvoir. Parce que je pense que beaucoup d'universités qui prenaient les étudiants excellents et en faisaient des personnes pleines de peur, aigries, pleines de sensations de légèreté. Entre 2013 et 2014, les étudiants qui fréquentaient l'université étaient d'une génération totalement différente des générations précédentes. Vous voyez que c'est une génération qui a grandi beaucoup plus lentement, qui a passé les principales étapes de l'adolescence très tard. Par exemple, passer son permis de conduire, avoir des rapports sexuels, boire de l'alcool. Ces nouvelles générations, cela a commencé avec les générations nées en 95 et les suivantes. On les appelait les générations Z. En 2015, il n'y avait pas encore de données suffisantes pour démontrer que l'aggravation de la situation était telle. Mais malheureusement, cela s'est démontré vrai par la suite, encore plus dramatiquement qu'on ne le pensait. Les taux de dépression ont monté très haut, jusqu'au ciel, et les étudiants qui allaient à l'université à cette époque étaient ceux qui sont allés entre 2013 et 2014. Les taux de dépression étaient très élevés, surtout chez les filles. Il y avait aussi des théories sur l'augmentation de la dépression et de l'anxiété qui n'expliquaient pas la réalité, car les étudiants ne parlaient pas de l'augmentation du stress à la base de cela. Et ce n'était pas non plus des préoccupations liées à la dette d'honneur, qui était toujours plus grand. Donc certains pensaient que les étudiants se sentaient peut-être plus ouverts de parler de leur dépression. Mais cela aussi, ça ne suffit pas à expliquer la situation. Par exemple, si vous regardez ces statistiques, vous voyez les hospitalisations pour des violences auto-infligées, non fatales, non létales. Donc vous voyez d'abord avant la génération Zeta et après. Vous voyez après la génération Zeta, c'est-à-dire à partir de l'âge de la puberté, la génération Z, pardon. Vous voyez que le taux de suicide a augmenté aussi bien pour les filles que pour les garçons. Pour les jeunes filles, entre 2008 et aujourd'hui, le taux de suicide a doublé chez les filles. Pourquoi est-ce que cela se produit? Nous avons repéré des différentes causes possibles et nous avons essayé d'expliquer ce qui se passe sur les campus. Mais nous allons nous concentrer sur les campus des universités avec des jeunes, des catégories socio-professionnelles mais moyennes et élevées. Donc les autres catégories sont traitées dans d'autres livres. Donc voyons ce qui se passe sur les campus. Je peux dire avec un certain niveau de certitude, puisque je suis en première ligne, que la situation a empiré ces dernières années, surtout à cause de la multiplication de la bureaucratie sur les campus, qui tend à réagir aux incidents les plus insignifiants en enseignant des distorsions cognitives et en communiquant une sorte de prévenance morale. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va résoudre les conflits pour vous. Et puis, on enseigne aux étudiants un modèle de justice sociale qui est beaucoup plus manichéen et qui emphatise, donc qui crée un conflit total entre l'opprimé et l'oppresseur. Cela pourrait surprendre certaines personnes, mais la génération Z aux États-Unis montre les niveaux les plus bas de solidarité. Beaucoup de ces étudiants croient tellement qu'ils veulent défendre la minorité des sociétés, qu'ils montrent très peu de solidarité envers la majorité des États-Unis, qui pourrait peut-être aussi avoir une position un peu différente de la leur. Parlons aussi de parentalité. Aux États-Unis, je suis certain que vous le savez, nous avons été très critiques dans le développement
d'un style de parentalité qu'on appelle les parents hélicoptères, c'est-à-dire ceux qui sont toujours au-dessus des fils, qui organisent plein d'activités pour leurs enfants. Il y a eu un déclin du jeu libre. Et c'est un facteur qui nous a surpris, mais nous croyons que les enfants qui ont énormément de choses à faire, beaucoup de planification, n'arrivent pas à développer les compétences de base de socialisation, vivre dans la société libre. Parce qu'à chaque seconde de leur vie est organisée par leurs parents. Il y a ici le point le plus important, parce que pourquoi est-ce que tout cela s'est produit aussi rapidement? Les réseaux sociaux sont les coupables de cela. Le premier changement important, ce changement important des réseaux sociaux est très lié aux autres. C'est la première génération d'étudiants qui est grandie avec les réseaux sociaux et les smartphones dans la poche. Donc nous croyons qu'il y a eu à cause de cela une augmentation de la dépression, de l'anxiété. Parce que par exemple, les réseaux sociaux permettent de retransmettre constamment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les films les plus mauvais pour les filles. Le film qui s'appelle Mean Girls. Et puis, on a aussi le problème de la fragmentation de la société. Parce que ça soit en ligne ou off-ligne, la société se divise en personnes qui pensent de la même manière. Donc, il y a des polarisations très fortes. Et ça se passe aussi dans d'autres pays. Donc, nous arrivons ici aux 3 grandes erreurs. Ce qui ne te tue pas t'affaiblit. Aie toujours confiance en tes sentiments. Par rapport à la première, les enfants sont très fragiles et nous sommes toujours enclins à réagir avec nos émotions, à chercher des confirmations. Et voir la vie comme une lutte entre bon et mauvais, nous sommes toujours enclins au tribalisme et aux pensées dichotomiques. Ce sont pratiquement les arguments que nous présentons dans notre livre. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous prie de ne pas vous énerver si je continuerai à faire des photos, mais je vais les publier ensuite sur Twitter et Instagram. Je transmets toute mon affection également aux collègues qui sont ici présents avec moi sur l'estrade. J'enseigne depuis une dizaine d'années en Amérique. Donc les choses que Greg a dit sont une réalité dont je suis consciente aussi. Et je commence à voir les conséquences sur les étudiants et sur les professeurs. En particulier sur la possibilité de connaissance, de dialogue et d'enseignement. Depuis 7 ans, comme Roselle le disait, je vis en Nebraska, un endroit qui n'est pas facile à imaginer pour un Italien. C'est pourquoi, en tant qu'historienne, j'ai eu le désir de connaître l'histoire de cet État. L'État du Nebraska n'existait pas jusqu'il y a 155 années. Avant de l'arrivée des premiers pionniers européens, la région était habitée par des tribus d'indigènes qui, en 1700, sont massacrés par les Européens. Et puis, en 1800, ils sont forcés de céder les territoires et relégués dans des réserves. En 1862, le Congrès américain a approuvé les Homestead Act qui décide de donner à ceux qui le demandent 160 acres, c'est-à-dire 65 hectares de terre de l'État. Donc 270 millions d'acres, c'est-à-dire plus d'1 million de kilomètres carrés, des prairies et des terres sauvages sont donnés gratuitement aux personnes qui le demandent, qui sont appelées les homesteaders. Pour revendiquer la terre et donc devenir les propriétaires, les homesteaders, on leur demande de rester pendant 5 ans, de cultiver la terre et de faire des améliorations. Donc, plus d'1,5 million de personnes, des hommes, des femmes veuves ou célibataires, des familles, des esclaves libérés, l'esclavage est aboli pendant ces années, et des immigrants, qui arrivent de l'Europe surtout, répondent à des annonces comme le suivant. Des terres pour les sans-terre, des abris pour les sans-abri, des millions d'hectares pratiquement donnés aux courageux pionniers du monde par les généreux gouvernements américains, des millions d'hectares de blé et des pâturages, les fruits paieront pour la terre et les améliorations.
À partir de ce type d'annonce et de cette promesse, des milliers commencent leur voyage, Going West, comme le voyez dans le titre de cette rencontre, vers les terres sauvages. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive quand ils arrivent dans la terre américaine? La première réaction est double. D'un côté, ils sont émerveillés par la prairie qui s'étend à perte de vue. Et de l'autre, ils sont égarés de l'absence de tout type d'éléments familiers. Comme le dit Willa Cather dans un roman qui raconte l'histoire d'un groupe de pionniers qui arrive en Nebraska. Elle se déplace aussi à elle avec sa famille quand elle avait 9 ans. Et donc, ses livres s'inspirent à son expérience personnelle. Elle dit « J'ai rampé prudemment hors de la peau du bison. Je me suis mise à genoux et j'ai jeté un coup d'œil du bord du chariot. Il me semblait qu'il n'y avait rien à voir. Pas de clôture, pas de ruisseau ou d'arbres, pas de collines ou de champs. S'il y avait une route, je ne la voyais pas à la lumière douce des étoiles. Je n'avais jamais regardé un ciel sur lequel ne se détachait pas une chaîne de montagnes familières. Mais au contraire, je voyais la voûte du ciel entière, tout entière. J'avais le sentiment d'avoir laissé le monde derrière moi, d'en avoir atteint la limite et d'être au-delà de la domination humaine. Rien que la terre. Il n'y avait pas de pays, mais le matériau à partir duquel les pays sont faits. À partir de cette matière, on peut recommencer. C'est ce qu'on appelle l'expérience américaine, la possibilité mystérieuse de recommencer à zéro pour construire une société qui ne se base pas sur une tradition commune, parce que c'est des peuples qui viennent de différents parties du coin du monde, pour construire un monde plus bon et plus juste. Le manque de pouvoir préexistant et des espaces naturels si grands ont donné un million de possibilités. Les Américains, depuis tout le début, ont décidé de tout reconstruire et en renouvelant leurs traditions religieuses. La merveilleuse vasteté des prairies et les options infinies du pays des opportunités sont des refrains qui reviennent toujours dans les chansons et les œuvres américaines. L'idée que tout est possible, comme le dit le pionnier Ed à son ami Eve, pour le convaincre à venir s'établir au Dakota. J'ai un bon terrain, je pourrais le vendre pour 1000, mais je m'attends à ce qu'il va valoir 5 fois plus dans quelques années, peut-être 10 ans. Je ferai pousser la récolte et dès que j'en aurai assez, j'enfilerai du bétail et je pourrai m'asseoir à regarder mon argent fructifier. Mon opinion sincère est qu'un jeune couple serait fou de rester dans l'Est pendant qu'ici, vous pouvez avoir la terre assignée. Pensez-y, 160 acres. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'est une belle parcelle de bétail jusqu'à ce que tu commences à creuser des sillons d'un demi-mille. Mais ce n'est pas si simple. Très souvent, quand ils arrivent, l'espoir doivent faire face à la réalité, comme le dit une jeune. Les sauterelles ont détruit les jardins. Tant que nous pouvons faire pousser quelque chose, nous devons tout acheter, mais nous n'avons pas d'argent non plus. Notre appétit est bon, ceux qui sont plutôt malheureux. Nous n'avons pas de maison, mais un taudis de 3 mètres de long qui fait de l'eau. Nous n'attendions à construire quelque chose tout de suite. Ma mère nous a dit, quand nous avons commencé, « Allez-y pour geler et mourir de faim l'hiver prochain ». Je ne le pensais pas, mais Georges, aujourd'hui, a dit que ça pourrait se passer comme ça. Le pionnier Ed, dont on vient de parler, alerte son ami. Il lui dit que l'Ouest n'est pas un endroit pour les mauviettes, ni pour les cœurs délicats. Mais tout ce qu'il demande à ceux qui viennent, c'est d'y rester. Et ceux qui y restent gagnent. Si vous pouvez supporter n'importe quel genre de désagrément, de travail acharné, de régime alimentaire strict en général, de travail acharné le matin et les soirs, de ne jamais abandonner ou aller ailleurs, de tenir le coup, d'être prêt à faire tout ce qui se présente, alors vous pouvez y réussir à rester dans l'Ouest. Mais malgré tous ces sacrifices, il y a une inquiétude qui accompagne le voyage des pionniers d'une maison perdue à la maison qu'ils ne connaissent pas encore. La jeune Harriet, qui arrive du Massachusetts, elle arrive au Kansas et elle écrit
C'est une très belle soirée. Notre vaste prairie semble douce et verte lorsqu'elle se déploie au loin sur l'horizon. Et les eaux claires de notre noble rivière scintillent dans les touches rouges du coucher du soleil, tandis que les forêts vert foncé, le long de ces rives, se détachent comme une belle peinture dans le ciel clair. C'est certainement la plus belle région que mes yeux n'aient jamais vue. Mais aucun endroit sur Terre ne semble aussi doux et accueillant que les collines du Massachusetts, avec leurs villages blancs regroupés dans leurs coins abrités. La prairie est vaste, magnifique et imposante. Mais les vieux arbres, les jardins et les fleurs du Massachusetts bien-aimé nous manquent. Oh, combien je désire une maison comme celle-ci. Je ne pourrai jamais me résigner à appeler cette terre ma maison, aussi belle soit-elle. Je me réveille souvent le samedi matin quand le soleil brille à travers ma fenêtre et j'écoute le bruit, l'ivresse et l'horrible vulgarité qu'on entend dans ces rues. Je pense donc à la maison douce et tranquille de ma jeunesse, à l'atrium frais et agréable, à l'air frais du matin, parfumé par le parfum des arbres fruitiers fleuris ou des fleurs du jardin qui s'infiltraient par la fenêtre ouverte, aux chers frères et sœurs qui erraient dans le jardin ou qui lisaient à l'ombre et aux vieux pères aux cheveux blancs avec la Bible à genoux. Et mon cœur tombe malade de nostalgie et mes yeux sont troublés de larmes. Elle a donc la nostalgie de sa maison. Imaginez ces terres de 160 acres où la maison est au centre, donc loin des voisins, de l'autre voisin, mais aussi c'est important de se rappeler que les personnes viennent de différents États. Donc les personnes ont des langues différentes, les personnes ne se connaissent pas entre elles et elles n'arrivent pas à parler. Donc peut-être il faut faire des kilomètres pour arriver à l'habitation d'un autre pionnier qui parle notre langue. Pearl écrit un journal pour pionniers et il dit « Personne d'autre que moi et mon créateur ne sait combien de fois dans les premières années, certains de mes amis et anciens voisins m'ont manqué. Imaginez-vous, à 60 000 d'un bureau de poste. Le bureau de poste, c'était le seul endroit où on pouvait avoir des nouvelles de la maison. Et cet isolement, elle a raison aussi pour laquelle on a tellement de documents en première personne de ces pionniers. Je trouvais des centaines de milliers de lettres des pionniers, de ces femmes et hommes qui étaient partis en Amérique, parce que l'isolement les pousse à vouloir communiquer, à essayer de trouver une relation au moins épistolaire avec un journal, avec des lecteurs anonymes. Imaginez ces femmes qui arrivent de leur village, comme Harriet au Massachusetts, ou de l'Allemagne ou de la Norvège, et qui se trouvent à l'improviste à vivre dans un taudis. Elles arrivent au Nebraska où il n'y a que de la prairie, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de matériel pour bâtir une maison. Donc, elles font des maisons avec de la terre, les sod houses, où elles font un trou dans la colline. Leur mari quitte la maison pendant des jours, pendant des semaines, parce qu'ils partent chasser ou cultiver, ou parce qu'ils vont dans les villages voisins pour trouver des petits emplois pour attendre que la récolte. Et les femmes restent à la maison avec les enfants pendant des jours et des semaines. Parfois, le dit la femme d'un pionnier, j'ai l'impression de pouvoir gérer tout sauf le silence. C'est vraiment terrible, le silence. Le jour où mon mari est trop loin dans le champ de maïs pour que le bruit du tracteur puisse m'atteindre, j'entends le silence reposer sur moi comme un nuage lourd. Donc si je fais la vaisselle, je commence à les entrechoquer entre eux sans raison, juste pour faire du bruit. Peut-être que je n'aurais pas si peur du silence et de l'isolement si j'étais une femme heureuse. Cette solitude physique aggrave une solitude plus profonde. Comme le dit une autre femme, nous nous sommes éloignés de la tombe de notre petite fille aimée.
Les larmes étaient mon pas quotidien, jour et nuit, et pas un ami qui semblait comprendre ma douleur. Personne d'autre que ma famille ne me connaissait ici. C'est une vaste étendue de nature. Et bien que la région soit extraordinairement belle, pour moi, c'est aussi solitaire que si j'étais enfermée dans une tombe. Donc si le premier aspect qui est à la racine de l'identité du peuple américain est le sentiment que tout est possible, l'aller toujours au-delà, les possibilités infinies, un deuxième aspect, moins connu, est l'aspect de la solitude. L'expérience de la solitude est mystérieuse. Elle se révèle dans les moments et les manières plus inattendues, comme dans le conte Sophistication de Sherwood Anderson. Après que la foire annuelle des pionniers est terminée, à la fin de la journée, le protagoniste arrive là où la foire avait eu lieu, qui est désert. L'endroit tremblait et vibrait de vie. Et maintenant, c'est la nuit et la vie est partie. Le silence est presque terrifiant. Je me cache en silence derrière le tronc de l'arbre. Et ce qui est une tendance réflexive dans ma nature s'intensifie. Cette solitude se révèle de manière inattendue. On fait maintenant un saut de plusieurs décennies. Après la conquête de la Lune, le Going West le plus extrême. C'est ce qui nous raconte Buzz Aldrin après l'expédition de Apollo 11 en 1969. Après le tour mondial, comme le dit Aldrin dans sa deuxième biographie, j'étais épuisée physiquement et émotionnellement. Je sentais que dans mon mariage, les choses allaient de mal en pis. La culpabilité et le désespoir ont commencé à m'envelopper. Je sentais un sentiment d'insignifiance grandir dans mon travail, en sachant que je ne retournerai jamais sur la Lune. La nuit, des pensées agitées me tourmentaient de questions. Le matin, je me réveillais sans réponse. Qu'aurais-je accompli ce jour-là? Quelle mission m'avait été confiée? Si ce n'était pas pour quelque chose d'extraordinaire, pourquoi sortir du lit? Et ensuite, que fait une personne quand ses plus grands rêves se réalisent? Qu'est-ce que fait un homme après avoir marché sur la Lune? J'avais volé sur la Lune et sa poussière avait couvert mes pieds. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y avait pour moi? Qu'est-ce que j'aurais fait pour le reste de ma vie? Pour conclure, il est très intéressant que dans la langue américaine, c'est le seul cas que j'ai trouvé dans les langues indo-européennes, l'expérience de la solitude est exprimée non seulement avec le mot loneliness, c'est-à-dire l'expérience d'être seul, mais avec un autre terme, solitude. Un silence où c'est plus facile que notre voix intérieure puisse émerger. Mon intuition est que cette solitude a affaire avec les raisons profondes de ce qui nous a dit Greg. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de vivre un silence. Parce que la dimension silencieuse devient inquiétante quand on n'a pas un schéma qui est indiqué. Donc, se réfugier dans une bulle sur un safe space pour essayer d'éloigner le drame de la vie devient la solution la plus facile. Mais je pense que les conséquences dont Greg a parlé sont un intéressant document de notre société contemporaine, mais ça ne suffit pas parce que la bulle de protection n'est pas à même de garder la réalité à l'extérieur et la peur que quelque chose qui puisse casser l'équilibre puisse arriver nous rend anxieux. Et la bulle, finalement, est trop petite parce que, comme le dit Marianne Moore, The cure for loneliness, le remède pour cette douleur d'être seul, is solitude, est la solitude. Merci. J'aimerais proposer, dans le temps qu'il nous reste,
pour évoquer 3 thèmes ensemble et voir comment vos 2 thèses dialoguent entre elles. J'aimerais poser la première question à Greg. La première question pour Greg et pour Martina. Tu nous as décrit une image de l'Amérique, en particulier de l'Amérique, la réalité des universités américaines, qui semble très inquiétante. Là où il y a un discours qui oppose le bien et le mal, et où il semble impossible de construire ensemble. Je dirais même que nous n'arrivons pas à penser que c'est possible. Il semble impossible de construire dans bien des manières. Et donc la première question que je voudrais poser sur la table est à ce niveau-là. Non pas tant au niveau des raisons qui expliquent ce qui s'est passé, mais dans ton expérience, dans ce que tu as vu, dans ton travail. Je pense que tu es avocat, donc tu as en soi une profession qui est très contradictoire. Tu vas face au juge, tu défends une position, mais tu le fais vraiment avec ce désir, cet amour pour la liberté des personnes et de tous. Donc ma question est à ce niveau-là. La possibilité de construire ensemble ne se fonde pas sur le fait que nous sommes d'accord. Qu'est-ce que tu as vu dans ton expérience et autour de toi? L'une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé avec Jonathan Haidt et pour lesquelles nous nous sommes intéressés à la question de la polarisation, c'est notre couple est sans doute un peu étrange, mais la liberté d'expression est importante pour notre démocratie, pour améliorer notre société. Les personnes qui jugent les autres, qui viennent d'autres régions, d'autres pays, qui appartiennent à d'autres classes et qui les considèrent comme mauvaises, comme dangereuses. En tant qu'avocat, je réfléchis beaucoup sur la question de savoir comment les hommes peuvent se voir en tant que personnes. Et il y a des projets intéressants dans différents pays parce que nous sommes très polarisés. Après la victoire de Trump, la droite semble se déplacer beaucoup plus à droite et la gauche beaucoup plus à gauche. Et l'un des projets qui m'a impliqué s'intéresse à des personnes de la zone déprimée au Kentucky, par exemple dans le domaine agricole. Et là, un dialogue s'est créé avec des personnes qui viennent de zones plus libérales, telles que le Massachusetts. Et ces projets sont construits de cette manière. Les personnes se racontent, elles disent qui elles sont, de quoi elles s'occupent. Et elles disent ce qui peut leur passer par l'esprit. Elles n'essayent pas de se convaincre, de faire changer l'autre d'idée, mais elles s'écoutent simplement. Et c'est important d'entendre ce qu'a dit Martina sur l'expérience des pionniers, parce que lorsqu'on écoute quelqu'un raconter une histoire, on a parfois une idée plus claire de la réalité. Lorsqu'on voit la personne de l'autre côté comme une personne et non comme un personnage mauvais, il peut y avoir un progrès, un avancement, un autre projet qui implique des enfants qui vivent dans le Bronx et qui les font interagir avec d'autres enfants qui viennent d'autres secteurs, a pour objectif de les faire parler, les faire raconter. Et souvent, les enfants du Bronx racontent avec leur voix, leur manière de parler, l'expérience des autres enfants qui viennent des autres zones et inversement. Et cela, c'est une belle expérience de connaissance, d'échange. Et là naît l'empathie. Nous revenons là
nous recommençons là à parler de ce que nous traitons dans le livre en termes de progrès. Il y a des avantages parfois dans le fait d'avoir des expériences terribles de personnes qui se comportent d'une certaine manière, qui se sentent envahies par une ampleur intérieure qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Mais cela peut pousser les Américains, comme cela a toujours été le cas dans le passé, à faire bien des choses. Cette expérience a été centrale dans l'histoire de l'Amérique et la solitude dont on vient de parler a toujours été un aspect important, même si nous comprenons que nous sommes des animaux sociaux. Mais il peut y avoir une forme d'expérience de la solitude qui nous plaît, que nous voulons vivre. J'ai vu qu'aux États-Unis, par exemple, s'est développé un grand intérêt pour la méditation, le bouddhisme. Donc il y a des influences de différents courants. Mais en entendant ce qu'a raconté Martina, c'est intéressant de voir comment beaucoup de courants de pensée différents se développent. Et ils peuvent tous être utiles. Je voulais aussi t'entendre raconter comment en septembre de cette année, je t'avais demandé, tu m'avais invité à un congrès que tu organises entre professeurs universitaires qui ont un intérêt particulier pour cette liberté d'expression. Et la raison donc, pour laquelle je te demandais quelle était l'origine de cela, parce que j'ai été très frappée de voir des personnes qui avaient des idées totalement, radicalement opposées, mais qui étaient capables, comme tu le disais, d'avoir cette empathie, cette capacité d'écoute de l'autre, et également de céder, en quelque sorte, à exprimer librement leur pensée dans le lieu où elles se trouvent. Et donc j'avais été très frappée de voir que dans un monde aussi polarisé, voir que quelqu'un qui peut être libéral était disposé à aider quelqu'un qui était de l'autre côté, de l'autre bord, à exprimer sa propre pensée à l'université. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, ce serait en quelque sorte aider son ennemi. Donc je voulais te demander quelle est l'origine de cette initiative et quelle surprise tu as rencontrée. Alors, c'était quelque chose d'incroyable. J'ai beaucoup tiré mon inspiration pour cette conférence de professeurs. Je l'ai faite pendant des années parce que lorsqu'on interagit avec les personnes, au-delà de notre polarisation, du bord dans lequel nous nous trouvons, il y a une personne en face qui veut, bien entendu, toujours confirmer sa pensée. Mais on peut arriver à des niveaux de cette recherche de confirmation qui peuvent être fous parfois. Il peut rester une marge de doute. C'est le doute de soi-même en fait qui s'exprime. Et une personne intelligente et curieuse ressent ce doute. Nos universités, malheureusement, ont tendance à fragmenter, à diviser. Il y a une étude terrible qui parlait de la formation morale qui était transmise aux États-Unis chez des personnes peu interactives qui n'étaient pas d'accord avec les autres. Et on voyait que les personnes qui interagissaient le plus pouvaient avoir de meilleurs résultats dans leur performance universitaire. Il y a cependant des personnes qui veulent avoir quelqu'un qui soit un adversaire, qui ne soit pas d'accord avec leurs pensées de manière constructive et qui veulent affronter les critiques. Cette initiative, je l'ai faite pendant des années. Nous avons rencontré des personnes illustres et cela continue à être une conférence de très haut niveau. Mais c'est vraiment un processus intellectuel merveilleux à observer. Il faut être capable, dans ce contexte, d'accepter les critiques et écouter. Parfois, ce n'est pas facile de le faire. Mais c'était vraiment beau de voir ce processus intellectuel
presque idéalisé se réaliser petit à petit. Parfois, on pense « Ah, je n'aurais pas dû inclure ce chapitre dans mon livre qui concernait la liberté d'expression sur les campus. » Si on parlait d'une fête de doctorants ou d'étudiants à San Francisco qui découvraient qu'il y avait quelqu'un qui était totalement opposé à l'opinion d'une personne sur un sujet politique, et une autre personne a dit « Ah, il faut que tu parles avec Fred, il faut que tu parles avec les autres, ça va être fantastique. » Voilà, le moment où on voit ce type de réaction, c'est très beau. Il peut y avoir une interaction entre des personnes du monde universitaire et des personnes qui sont peut-être républicains et qui ont un intérêt, une curiosité par rapport à l'origine des personnes, à comprendre de là où elles viennent. Mais malheureusement, cette valeur se voit parfois peu lorsqu'on cherche à démontrer que l'autre n'a pas raison. On a du mal à accepter l'autre. Cette initiative, cette conférence me réjouit vraiment et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres initiatives similaires. Della conferenza io non sono professore. Martina, tu faisais partie de cette conférence. Moi, je ne suis pas professeur, donc je regardais juste. Et je t'adresse la même question. Quelles sont les expériences que tu as vues qui te redonnent l'espoir, même si petite, donc des possibilités de construire ensemble qui ne sont pas basées sur le fait qu'on n'est pas déjà d'accord? Tout d'abord, je repars de cette conférence organisée par Greg et sa fondation parce qu'en octobre, j'ai participé à cette conférence. Et il dit, c'est un endroit où on accepte les critiques. C'est vraiment un euphémisme. Parce que ce qui m'a choquée quand je suis arrivée, c'est que les personnes n'avaient vraiment pas le problème de critiquer ouvertement ce qui était dit. Donc imaginez une salle avec une centaine de personnes, comme on disait, des personnes de différents milieux sociaux et de tendances politiques différentes. Un professeur va tenir sa présentation, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, bien préparée. Après, une première personne lève sa main et dit « Je suis totalement en désaccord avec tout ce que tu as dit ». Ce qui m'a choqué était que cette réaction était le début d'une conversation, au lieu d'être un mur qui bloquait la situation. On continuait donc pendant une heure et demie. La première chose qui était très évidente, c'était que après la présentation, on arrivait à un point suivant, à une étape suivante. Je vous donne aussi un autre exemple qui est plus proche de moi. Je pourrais vous parler du Moyen-Âge, de quelque chose que j'ai étudié dans mon premier semestre de cette année, c'est-à-dire la disputatio, les disputes qui avaient lieu dans les universités du Moyen-Âge, comme les bases des connaissances, c'est-à-dire la discussion entre des personnes qui ont des avis différents pour atteindre une connaissance plus complète. Mais au lieu de revenir en arrière, je voudrais parler de quelque chose qui est très récent, c'est-à-dire le travail pour construire l'expo sur Bulle, Pionnier et la fille d'Hong Kong. Cette exposition est née par le travail d'un groupe d'amis, d'une dizaine de personnes qui vivent et travaillent aux États-Unis, qui ont des talents et des professions totalement différentes. Un réalisateur de films de Hollywood, un enseignant en physique et un professeur de philosophie de Washington, un agent immobilier du Colorado, un architecte qui construit des gratte-ciel à Toronto, deux musiciens et compositeurs d'Hong Kong, et un designer qui fait des projets pour des parcs en Amérique. Tous ces talents
n'était pas la seule chose qui était différente. Il y avait aussi des sensibilités différentes. Donc ce travail est né grâce à la discussion des personnes de nationalités différentes, habituées à des professions différentes et donc à faire face à la réalité de façon différente. Il y avait souvent de critiques, des discussions sur tout. Par exemple, cette salle doit être droite ou pas. Le final de cette musique doit être triste et l'autre disait il doit être heureux. J'ai vu donc l'épanouissement de quelque chose qui allait au-delà de la petite contribution de chacun. L'expo est donc comme le résultat de tout cela. Et c'était un travail vraiment fascinant. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais recentrer la conversation sur la solitude dont Greg tu as parlé. On est américain, donc habituez-vous. Je veux revenir donc sur la solitude dont tu avais parlé avant, que tu vois comme une partie très puissante, mais parfois cachée par la vie aux États-Unis. La thèse de Martina, l'intuition de Martina, donne cette intuition. Le fait qu'on ne sait pas vivre le silence peut être l'origine d'une peur dont tu as parlé. Elle a mentionné la phrase de Marianne Moore, le remède à la loneliness, c'est-à-dire l'être seul, est la solitude, le silence. Mais en même temps, on est des animaux sociaux, donc on a besoin de la compagnie. Je ne pense pas que Martina voulait mettre ça en contradiction. Apprécier le silence et la solitude n'est pas opposé à la compagnie. Mais je suis curieux de savoir ce que tu penses à propos de cela. Comment le silence et la solitude fait partie de ta vie et qu'est-ce que cela a à voir avec le fait de ne pas être seul? Parce qu'avoir des amis, c'est beau. Oui, c'est toujours intéressant de regarder son pays avec le point de vue d'un autre. On apprend beaucoup. En ce qui me concerne, ça a été une valeur implicite et intéressante. J'ai passé mon enfance tout seul, pratiquement, dans un souterrain, en jouant tout seul. Je ne voulais interagir avec personne pendant que je jouais. On aurait peut-être pu me diagnostiquer une maladie, mais ça me fait penser à une certaine expérience, parce qu'on peut affronter beaucoup de thèmes de l'histoire américaine à partir de l'idée qu'on ne peut pas rester assis dans une chambre, être enfermé dans son cottage et être seul, être heureux tout seul. Ce n'est pas possible. Dans un livre, Freedom from Speech, qui parle du changement actuel de la société américaine, j'ai parlé des problèmes de confort et des problèmes de progrès. Et j'ai vu qu'il y a eu certaines améliorations au niveau de la société, des choses qui sont très bonnes mais qui peuvent apporter des résultats très négatifs. Je ne parle pas qu'il faudrait vivre comme dans les années 20, bien entendu, mais j'aime bien penser qu'il faut être capable de se mettre à l'épreuve, de se remettre en question, de s'asseoir dans une pièce tranquille, parce qu'autrement, on oublie ce qu'a été l'expérience américaine. Par exemple, Scott Fitzgerald, il s'est assis en haut de l'Empire State Building et il a eu une épiphanie en pensant à ce qu'était New York. Il a pensé que New York pouvait être infini.
Je pense que ce type d'expériences sont liées à un sens de solitude aussi, de petitesse. Et si on ne s'arrête pas un instant, on risque de perdre ces expériences parce que ces expériences ne sont possibles que dans des situations où qu'on est un peu contraint de vivre dans la solitude. Parfois, les meilleures idées me sont venues pendant des promenades, pendant des déplacements, d'un point à l'autre du pays. Parfois, je suis allée de New York à Washington, j'étais tout seul, et c'est là que j'ai eu certaines bonnes idées. C'est très beau que Martina ait repris ce point de la culture américaine qui se perd et qui nous conduit à une situation pire et plus triste. Merci. Jusqu'à présent, tu as dit que c'est bien d'être seul. Alors, l'amitié ? Ah oui, oui, bien sûr. C'est clair. L'idéal du cowboy et de l'américain tout seul qui est une simplification excessive. Mon père venait de Russie. C'était un grand lui aussi. Et on peut arriver à un extrême parce que il était migrant lui aussi. Et seul l'individu peut bouger le monde. Dire ça, c'est une bêtise parce qu'on a besoin d'amis, on a besoin d'aide dans ce qu'on fait. Mais il y a cette image extrême, celle de John Wayne, l'homme qui s'en sort tout seul, qui s'arrange. Mais il y a toujours une terre de milieu, enfin une voie intermédiaire. Par exemple, ma mère avait des origines britanniques. Là, il y a un respect de l'autonomie, de l'indépendance, de l'espace individuel. Mais il y a aussi un respect de la solitude et de l'amour envers les personnes, sans vouloir imposer aux autres l'idée qu'on doit gérer sa propre vie tout seul. Parfois, cette manière de penser peut être dure, mais c'est très libérateur d'avoir un ami qui nous met une main sur l'épaule et qui nous dit « oui, tu peux y arriver ». Martina, comme dans ta thèse, comment tu trouves un lien entre la solitude et et l'époque actuelle? Est-ce que tu peux nous expliquer donc la solitude et le silence dont tu as parlé? Et si tu arrives à le lier, ça serait vraiment merveilleux. Alors que Greg parlait, j'ai pensé au fait que Tocqueville déjà parlait de comment les Américains sont déjà inclins à la solitude. C'est une caractéristique commune de tous les hommes, mais pour certaines raisons, ces personnes qui arrivent dans des vastes espaces désolés et le fait qu'il n'y avait pas de préconditions déjà existantes, ce sont des facteurs qui aident à développer cette solitude typiquement américaine. Il y a un autre migrant européen qui se rend compte de cette caractéristique unique du langage, Paul Tillich. Il explique les deux termes de cette manière. Notre langue a perçu de manière sage les dimensions de l'être seul pour l'homme. Elle a créé loneliness pour exprimer la douleur d'être seul et le mot solitude pour exprimer la splendeur d'être seul. Pour mieux comprendre qu'est-ce que cette solitude, je pense qu'on peut faire recours à notre écrivain américain, Wendell Berry, qui écrit « Nous rentrons dans la solitude où on perd la loneliness. La véritable solitude peut être trouvée dans des endroits incontaminés. Sa propre voix intérieure devient audible. C'est pourquoi on décide d'aller dans cette solitude. On ressent une attraction pour nos sources plus intimes et on répond plus facilement aux vies des autres.
Cette provocation de la réalité nous pousse à chercher des autres pour construire ensemble. L'histoire du Nebraska continue après ce que je vous racontais dans une histoire vibrante où toutes ces personnes différentes se mettent ensemble et commencent à construire des écoles, des églises, des lieux de rassemblement, des salles pour danser. La danse était un langage universel. Si vous venez au Nebraska actuellement, aujourd'hui, la première chose qui m'a surpris quand je suis arrivée il y a 7 ans était vraiment la dimension humaine. La vie pleine de relations. C'était comme si l'effort de l'isolement, la vie difficile dans la nature sauvage des pionniers les avait poussés à se retrouver. D'autres, comme Berry, éprouvent au contraire l'expérience du silence. Quand j'ai préparé cette expo avec mes amis, j'ai découvert qu'un photographe de Londres, Lee Jeffrey, exprime la même chose. Ce photographe, Lee Jeffrey, si vous avez visité l'expo, vous l'avez vu. Les portraits que vous voyez sur le mur sont pris par lui et il explique. L'amour a été la source de tout. Il m'a donné une grande joie, mais aussi une période de grande loneliness qui existe encore aujourd'hui. J'avoue que c'est la force de tous mes efforts artistiques. Il s'agit des portraits de sans-abri. Et il dit, les sans-abri, ils sont là pour que je puisse comprendre la solitude qui me fait marcher tout seul pendant la journée. Voilà mon point de départ. C'est pourquoi il décide de vivre pendant des périodes avec les sans-abri et après, il prend ses photographies. Rosette, tu me demandais le lien entre ces deux aspects. C'est sûr qu'avoir des amis est beau, mais c'est aussi essentiel. Ce n'est pas essentiel juste d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue économique et social. Si l'on revient à l'expérience des pionniers, j'ai été surpris par une étude publiée il y a quelques années par l'Université du Nebraska. Un groupe de professeurs ont étudié les homesteaders un par un. Donc, ils ont étudié l'histoire de toutes ces terres. Ils voulaient voir ce qui se passait après la demande de terrain. Donc, de voir comment, après tous ces sacrifices, ils arrivaient à être les propriétaires de la terre. Donc, où ils décidaient de s'installer en fonction de leur nationalité. S'agissait-il de différentes nationalités ou ils essayaient de se regrouper, etc. À partir de cette étude très précise, très basée sur beaucoup de données statistiques et mathématiques, on a obtenu des résultats surprenants. Les professeurs ont découvert que la plupart des pionniers qui sont arrivés sur ces terres arrivent à devenir les propriétaires des terrains. Et cela a comme conséquence que le Midwest est le poumon agricole de l'Amérique, des États-Unis. Ils deviennent les premiers producteurs de maïs. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'après tous les efforts et les sacrifices dont je vous ai parlé avant, la plupart d'entre eux arrivent à devenir propriétaires? La réponse que les scientifiques ont trouvée, c'est que le homesteading, c'est-à-dire le être des homesteaders, n'était pas une activité solitaire. Ces personnes, depuis le début, forment de communautés à partir tout d'abord de la proximité géographique pour s'entraider.
Un autre problème est la justice. Quand ils arrivent, il n'y a pas un corps de police. Mais malgré cela, les fraudes sont à un niveau très très bas, environ 5%. Donc ils se demandaient comment cela c'est possible, vu qu'il n'y avait pas une structure de contrôle qui allait enquêter ce qui se passait sur les terrains, etc. Et la réponse est que la communauté s'était librement organisée pour contrôler les terrains. Par exemple, s'il y avait des squatters, c'est-à-dire des personnes qui allaient s'installer dans les maisons qui étaient libres pendant un mois, le village s'organisait pour aller libérer ces maisons des squatters. C'est pour ça que les fraudes n'étaient pas fréquentes. Cela est fondamental, mais cela ne suffit pas. Donc je reviens à la lettre de la mère pionnière qui voit sa fille mourir pendant le voyage vers l'ouest, où elle dit que personne ne peut comprendre sa douleur. Elle termine sa lettre, quand elle est à la maison, en disant « Mon cœur est triste, très triste. Je me réjouis parce qu'un jour je vais mourir. » C'est comme s'il y avait un point, une blessure qui reste ouverte malgré la compagnie. Je voudrais poser la dernière question à Greg. Je sens, en vous écoutant tous les deux, je sens ceci, une communauté qui t'aide à être seul, des amitiés qui t'aident à être acteur, à prendre un risque. Et dans ta présentation, Greg, tu as dit que l'une des premières causes des problèmes des jeunes, ce sont les parents. C'est exact. Et tu as beaucoup parlé de la perte des enfants, le fait que les enfants ne jouent plus seuls, le mal que peut faire l'implication trop élevée des parents dans leur vie. Donc, de façon logique, quelqu'un comme toi qui aime la liberté, je vois que c'est un principe important pour toi, mais tu as des enfants en même temps. Je ne peux pas croire que tu les vois sortir tranquillement. Ici, tu as amené tes enfants, ces jours ici, de tes enfants, tu les laisses se promener dans ce parc des expositions et tu restes tranquille, en un certain sens. Alors, je voudrais te demander, pour conclure cette conversation, qu'est-ce que ça veut dire aimer la liberté de tes enfants? Tu en parles beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de très simple. Non. C'est assez amusant parce que je parle de free range parenting, la parentalité comme si on était des animaux au niveau du troupeau, mais on s'est éloigné du style de parents qui laissaient la liberté. Et c'est dû en partie au fait qu'il y a eu une sorte de relation non programmée contre les clichés. Le cliché de l'individualisme américain qui a duré pendant longtemps. Ce sont des stéréotypes. Donc, on a vu une sorte d'avantage progressif dans le fait de suivre ces enfants. Il y a eu des cas presque ridicules de ce que devraient faire les enfants. Il y a des cas où on crée des activités en dehors des cours de l'école de façon exagérée, dans une quantité exagérée. Il y a des enfants qui ont leurs activités planifiées de 6h à 11h. Et j'éprouve beaucoup de solidarité vis-à-vis de ces enfants. On parle de ces enfants qui sont extraordinaires, mais ils ont cette vie ultra planifiée. Ils ne reçoivent que des enseignements de type universitaire du matin au soir, et ce sont les meilleurs en mathématiques,
mais ils ne savent pas comment utiliser un lave-vaisselle, par exemple. Ils appellent leurs parents quand ils doivent prendre la moindre décision. Et on voit ces enfants absolument pas émancipés. Ils sont extrêmement intelligents. Ils auront certainement un grand succès aux États-Unis, mais c'est un problème parce que si on pense à la personne, quand est-ce qu'on se sent émancipé? On peut être capable d'aller dans un bois, une forêt tout seul et de survivre. Mais on a ces enfants qui ne savent même pas utiliser un lave-vaisselle. Le livre que j'ai publié a eu un grand succès. Il a été cité même sur le New York Times, il a été dans les meilleures classifications. Et ça veut dire qu'on fait quelque chose de faux. Avant, il y avait cette mentalité qui disait que les enfants devaient apprendre à faire les choses tout seuls. Ils devaient avoir des espaces vides dans la journée. Ils devaient avoir la possibilité de s'ennuyer. Et moi, quand j'ai eu des situations dans lesquelles je me suis sentie tout seul, ennuyée, j'ai pensé aussi à des choses très intéressantes, très belles. Mais il y a eu toute une stratification dans les États-Unis qui a poussé cette forme de parentalité qui atteint des niveaux toxiques. Parce qu'on en vient à avoir des personnes qui ne sont pas émancipées, qui ne sont pas libres et qui ont peur de vivre les petites mesquineries et les petitesses de la vie de tous les jours. Tu as peur de laisser tes enfants se promener ? Quand on parle de ce sujet, je dis toujours que je suis un parent anxieux. Mon fils a 3 ans et demi. Benjamin et Max, je les serre tellement dans mes bras que je les écrase presque. Je ne voudrais jamais les laisser partir. Ma femme est très douée pour me rappeler mes bons principes, qu'il faut qu'ils soient libres, qu'ils jouent avec les bâtons, qu'ils doivent être comme cela, laissés libres de jouer. Et quand elle me le rappelle, je dis oui, c'est vrai, c'est facile, mais bon, en même temps, il y a une part en moi qui contrôle. Il y a une part des pionniers aussi qui voulaient prendre tous les enfants qu'ils avaient et les serrer contre eux. Mais ils savaient que cela aurait provoqué des difficultés pour eux. Donc, ça a été enlevé, arraché de la mentalité des gens. On savait que ça pouvait provoquer des douleurs, donc ça a été abandonné. Mais il y a aujourd'hui des projets qui traitent de cela aux États-Unis pour faire en sorte que les enfants fassent l'expérience de leur enfance. Il y a d'autres cultures qui ont introduit des normes dans ce sens et je serais très intéressée de savoir comment ça fonctionne dans d'autres cultures. J'ai trouvé par exemple en Allemagne ou dans la culture japonaise qu'on accorde une grande valeur à l'indépendance des enfants, qu'on les laisse autonomes. Donc pour nous, c'est difficile cela, mais on ne veut pas que nos enfants aient peur de leur ombre. Les enfants, on essaye de les faire grandir comme si c'était des adultes pour qu'ils deviennent des adultes, mais on sait bien que ce n'est pas facile. Mais l'enfant, le petit garçon, la petite fille qui est émancipé, qui est libre, c'est le petit garçon, la petite fille qu'on aime vraiment et qu'on veut avoir. Merci Greg et Martina. Volevo solo ricordarvi Je voulais juste vous rappeler que le meeting est un événement totalement unique qui nous permet d'avoir des conversations telles que celles qu'on a eues maintenant. Il est totalement gratuit et c'est notre responsabilité de le soutenir pour faire en sorte qu'il puisse continuer à exister, vu qu'il s'agit d'un endroit très important dans notre époque. C'est pourquoi vous allez trouver des stands Donna Aura avec un cœur rouge dans le parc des expositions. Vous pouvez faire des dons seulement dans ces stands. Soyez généreuses. Merci pour cet après-midi. Good job, boys.